19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité. Battu début septembre par Liz Truss, le conservateur Rishi Sunak désigné Premier ministre au Royaume-Uni. Après le retrait de Boris Johnson de la course, il sera le premier chef de gouvernement issu de l'immigration. L'Ukraine a atteint la phase finale de la fabrication de sa bombe sale, affirme le Kremlin. L'armée russe se dit prête à réagir en cas de contamination radioactive. À une semaine de l'expiration du mandat du président libanais Michel Aoun, les députés n'arrivent toujours pas à s'accorder sur un successeur. Et puis Kinshasa abrite dès demain la deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Une réunion consacrée exclusivement au processus de transition politique en République du Tchad. Rishi Sunak désigné donc Premier ministre britannique. L'ex-ministre des Finances a remporté ce lundi la course à Downing Street après le renoncement de Boris Johnson et l'échec de son adversaire Penny Mordaunt. À 42 ans, ce petit-fils d'immigrés d'origine indienne au parcours typique de l'élite britannique entre dans l'histoire en devenant le premier non-blanc à diriger le gouvernement du Royaume-Uni. Et pour sa toute première sortie médiatique, Rishi Sunak prône la stabilité et l'unité face à la crise économique. Nous avons maintenant besoin de stabilité et d'unité et je ferai de ma plus grande priorité de rassembler notre parti et notre pays. Car c'est la seule façon de surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés et de construire un avenir meilleur et plus prospère pour nos enfants et nos petits-enfants. Je m'engage à vous servir avec intégrité et humilité et je travaillerai jour après jour pour servir le peuple britannique. Nous le disions en titre, Moscou affirme que l'Ukraine est en phase finale de fabrication de sa bombe sale. L'armée russe se dit prête à agir en cas de contamination radioactive. Selon les informations dont nous disposons, 2 organisations ukrainiennes ont des instructions spécifiques pour fabriquer la soi-disant bombe sale. Leur travail est entré dans la phase finale. Le ministère russe de la Défense a mis en place des travaux pour contrer d'éventuelles provocations de l'Ukraine. Les troupes russes sont prêtes à accomplir des tâches dans des conditions de contamination radioactive. Alors ces informations concernant la bombe sale ne sont pas de simples allégations, affirme Sergueï Lavrov. Le ministre des Affaires étrangères russe affirme que son pays réglera le problème de cette bombe jusqu'au bout. Nous avons des informations que nous avons transmises par les canaux appropriés. Il ne s'agit pas d'informations creuses. Il y a de sérieux soupçons indiquant que de telles choses puissent être planifiées. Bien sûr, nous voyons la réaction des médias occidentaux. Elle ne nous surprend pas. Elle va dans le sens d'un soutien inconsidéré à son protégé Zelensky, lui fournissant son indulgence pour toute action russophobe, non seulement en parole, mais dans le bombardement de cibles civiles, de populations civiles. Nous réglerons le problème de la bombe sale jusqu'au bout. Nous avons tout intérêt à empêcher une si terrible provocation. L'Iran rejette et condamne catégoriquement les allégations des États-Unis selon lesquelles des militaires iraniens seraient déployés en Crimée pour aider la Russie à mener des attaques de drones en Ukraine. Il s'agit là de fausses informations visant à détourner l'attention de l'opinion publique sur le rôle destructif des États-Unis dans la guerre en Ukraine en exportant massivement des armes et des équipements vers Kiev. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanani, lors d'une conférence de presse à Téhéran.
Et toujours à propos de la guerre en Ukraine, ouverture ce lundi d'un forum économique organisé par la Chambre d'industrie allemande, dont le thème est la reconstruction de l'Ukraine. Dans son allocution d'ouverture, le chancelier allemand Olaf Scholz a affirmé que son pays, l'Allemagne, soutiendrait l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire. Ensemble avec nos partenaires, nous soutiendrons l'Ukraine aussi longtemps que cela sera nécessaire. S'il y a donc un message d'espoir en ces temps difficiles, c'est que cette guerre de Poutine nous a soudés. Jamais auparavant les relations entre l'Allemagne et l'Ukraine n'ont été aussi étroites. Jamais l'avenir européen de l'Ukraine n'a été aussi clair. Et puis, conséquence du conflit russo-ukrainien, la Finlande annonce vouloir interdire les transactions immobilières russes. Il y a quelques jours à peine, un amendement à la loi sur les acquisitions foncières et leur contrôle a été déposé au Parlement. Cette nouvelle législation ou une mise à jour de celle-ci renforcera encore les contrôles. Mais la nécessité de poursuivre les travaux a également été identifiée. Et une partie de ces travaux supplémentaires consistera probablement à déterminer s'il existe un besoin et une possibilité d'une interdiction totale. Mais ce n'est pas la seule partie de ce travail ultérieur. Le fonctionnement de la législation actuelle sera évalué. Dans l'actualité également, les députés libanais ont échoué pour la 4e fois ce lundi à élire un successeur au président Michel Aoun, dont le mandat expire le 31 octobre. Ce nouvel échec intervient après que plusieurs parlementaires, notamment du courant patriotique libre et du Hezbollah, se soient retirés de la séance à l'issue du premier tour de vote. Le président du Parlement, Nabih Berri, a fixé une nouvelle séance électorale au 27 octobre, soit ce jeudi, une date qui n'a pour l'heure toujours pas été confirmée. Les résultats sont les suivants. 50 votes blancs, Michel Mouawed, 39 votes, Islam Khalifa, 10 votes, 13 pour un nouveau Liban, 2 votes annulés. La prochaine session pour élire un président aura lieu jeudi à 11h du matin. Et puis l'Indonésie continuera à soutenir la lutte du peuple palestinien. Il s'agit là d'une déclaration faite ce lundi par le président indonésien Joko Widodo, alors qu'il accueillait le premier ministre palestinien Mohamed Shtayyeh au palais présidentiel de Bogor, à l'ouest de Java. Le président indonésien a expliqué la raison de son soutien à la Palestine. Le pays a été le premier à reconnaître l'indépendance de l'Indonésie. Après une tournée de 10 jours en Libye où il a rencontré toutes les parties au conflit avec un objectif bien tracé, celui de trouver une issue favorable au blocage politique qui perdure dans le pays et mettre un terme aux divisions internes, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye et chef de la MANUL, Abdoulaye Bathily, doit présenter ce lundi son premier rapport au Conseil de sécurité. Naila Hamouda pour les détails. Chargé d'établir le dialogue entre les deux parties rivales afin d'ouvrir la voie à l'organisation d'élections, Abdoulaye Bathily, l'envoyé spécial à Tripoli, s'est rendu en Libye pour une durée de 10 jours, où il a rencontré toutes les parties libyennes afin d'apaiser les tensions. Abdoulaye Bathily exhorte ces parties à préserver l'accord de cessez-le-feu, un accomplissement qui représente un tournant important vers la paix et la stabilité dans le pays. Pour Bathily, la solution à la crise libyenne doit venir de la société civile, des femmes et des jeunes Libyens eux-mêmes. Son principal objectif est d'identifier une voie consensuelle vers la tenue d'élections inclusives et crédibles dans les meilleurs délais. Pour l'envoyé spécial de l'ONU dans le pays, le secteur économique est tout aussi délicat. Renforcer l'indépendance de la National Oil Corporation en tant qu'institution souveraine est une solution afin d'affronter la crise. Sur le volet militaire et sécuritaire, Bathily a souligné la nécessité d'aller de l'avant dans les dossiers de l'unification de l'institution militaire et de sécurité libyenne nécessaires à la tenue des élections à la date prévue. Abdoulaye Bathily présentera pour la première fois son rapport au Conseil de sécurité aujourd'hui, qui pourra envisager de tenir une réunion à huis clos sur la mission d'appui des Nations Unies en Libye pour aider à générer des idées, pour promouvoir le dialogue entre les factions politiques rivales en Libye et soutenir un processus politique inclusif menant à des élections.
Kinshasa abrite dès demain la deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. La réunion à laquelle prendra également part le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, sera consacrée exclusivement au processus de transition politique en République du Tchad dans le cadre du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale. Et puis la coordination espagnole des associations solidaires avec le Sahara occidental appelle à une marche le 12 novembre prochain à Madrid pour dénoncer les accords signés en 1975 dans la capitale espagnole et qui avaient établi la partition illégale du territoire du Sahara occidental occupé depuis 47 ans par le Maroc. La marche se tiendra sous le slogan « Ils ne nous feront pas taire, Sahara libre maintenant, la seule solution est l'autodétermination ». Un mot de santé dans cette édition. À l'approche de l'hiver, l'OMS met en garde. Il est important de ne pas baisser garde à l'heure où les cas de Covid et de grippe augmentent en Europe. L'OMS qui insiste également sur l'importance de la vaccination. Ce n'est pas le moment de se relâcher. Ces derniers mois, nous avons vu une résurgence de la grippe saisonnière, ce qui s'est accompagné de plus de patients positifs alors qu'ils sont hospitalisés pour des infections respiratoires aiguës. Avec la grippe et le Covid-19 en circulation, la santé des personnes les plus faibles, que ce soit les personnes âgées, les immunodéprimés, les femmes enceintes et le nouveau-né, sont soumis à des risques plus importants. Et nous sommes à moins d'un mois du début de la compétition la plus attendue au monde, la Coupe du Monde, l'édition 2022, se jouera au Qatar. Vous le savez, 8 stades accueilleront les rencontres du 20 novembre au 18 décembre. Salah Faisal. À quelques jours du lancement de l'événement planétaire, la Coupe du Monde Last, l'édition qatari est la dernière à 32 équipes et probablement la meilleure. La dernière bataille des sagas. Le GOAT, Léo Messi, donne Ronaldo. Le premier brille et le deuxième souffre. Des millions de supporters feront le déplacement afin de voir les dribbles de Neymar, le ballon d'or de Benzema, la vitesse de Mbappé, la dernière de Luka Modric et Luis Suarez. Au Qatar, les Dragons du Pays de Galles joueront leur deuxième mondial après celui de 1958. La star du pays, Gareth Bale, sera en feu. La classe de Lewandowski, la fougue de Mané, la prestation des Hanabi alertent l'icône nationale Afif. Une Coupe du Monde 7 étoiles où le comité d'organisation a mis tous les ingrédients pour réussir le spectacle. Les fans du football seront éblouis. Les sélectionneurs ont bouclé leur liste, nul n'est à l'abri du destin. Tout peut être renversé, chaque match compte pour les internationaux et la blessure est l'ennemi numéro 1. Pleurs, espoir, course contre la montre. Le Qatar est prêt à accueillir le monde. Doha fera certainement rêver ses visiteurs avec sa civilisation arabe. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, un point météo et puis l'information continue sur nos différents réseaux sociaux. Très bonne soirée sur Al24 News et à demain.